Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yalchat Presse TV Web. Il ne laisse personne indifférent à tel point que ses amis et ses adversaires politiques le surnomment tantôt feu de brousse, tantôt le bulldozer. Il cogne et encaisse tel un boxeur. Il a été ministre d'État aux infrastructures et secrétaire général à la présidence. Aujourd'hui, il est le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut. Il est également chargé de la communication. Yalchat Presse reçoit nul autre que le tonitruant Jean-Bernard Padaré. Jean-Bernard Padaré, bonjour. Bonjour. Vous avez gagné, le parti politique, le MPS a gagné la bataille de Boma. On vous a très peu entendu sur la bataille contre le coronavirus. Merci. Ce n'est pas le MPS qui a gagné la bataille de Boma. C'est l'armée nationale tchadienne. On dit qu'on vous a beaucoup entendu sur cet événement. C'est l'armée nationale tchadienne qui a gagné la bataille de Boma. Et vous savez très bien l'unanimité que cela a fait dans la classe, au sein de la classe politique. Que ce soit la majorité comme l'opposition, cette victoire a été unanimement saluée. Et il y avait une union sacrée autour de notre armée. Maintenant, parlant de la maladie coronavirus, vous dites qu'on n'a pas gagné cette bataille. Cette bataille, elle est largement gagnée. Ce n'est pas du tout la langue de bois. Parce que, c'est vrai, je comprends, beaucoup de nos concitoyens se disent, mais pourquoi on a atteint le seuil de 500 contaminés et plus d'une vingtaine ou une trentaine de décès. Mais ne perdez pas de vue que dans certains pays, dans les pays développés, aujourd'hui, aux États-Unis, on est à près de 100 000 morts. Pourtant, c'est la première puissance mondiale. En France, en Italie, en Grande-Bretagne, que sais-je encore. Donc, la bataille que nous menons, que les Tchadiens mènent, est une bataille de survie. Et les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement sur conseil du comité scientifique commencent à produire ses effets. Vous dites que la bataille a été menée de manière très très bien, oui, d'après vous. Oui. Mais pourquoi on a dissous le comité de veille pour que le président de la République lui-même en personne reprenne les choses en main? C'est qu'il y a eu un problème. Très bien. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le comité de veille était mis en place lorsqu'on a eu le premier cas de contamination de coronavirus. Il fallait une thérapie de choc. Il fallait installer quelque chose pour parer au plus urgent, au plus pressé. C'est comme ça que le comité de veille a été mis en place. Et c'est ainsi d'ailleurs que les mesures barrières ont été édictées par le comité scientifique. C'est également à partir de là que on a décidé d'instaurer le couvre-feu. En tout cas, pas mal de mesures avaient été prises. Donc, je pense que le comité de veille a vécu. Lorsqu'on a commencé à avoir des cas de décès et des cas de contamination qui allaient galopant, il fallait mettre une structure qui est adaptée à cette situation. C'est pourquoi le président de la République, le premier responsable vis-à-vis des Tchadiens, puisque c'est sur lui qu'on a largement porté notre suffrage, a pris les choses en main pour la deuxième phase, c'est-à-dire mettre en place le comité de gestion des crises sanitaires. Et là, il a été décidé d'impliquer tous les acteurs de la société. Mais est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Le président de la République a d'autres choses à faire. Et pour revenir à l'histoire, à la pandémie, à la polémique sur toute cette lutte, le comité de veille. Le comité de veille a été dissous. Il faut quand même rendre gré à l'opposition, tel que M. Kebzabo n'a pas cessé de le dire, qu'il y a des ratés, mais personne ne l'entendait. Vous, dans le parti politique, dans le MPS,
vous avez suivi comme tout le monde, on ne vous a pas du tout entendu sur les ratés de ce comité de veille. Mais il n'y a pas eu de raté en tant que tel, le comité de veille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de la polémique là. Bon, écoutez, M. Padari, oui. Il y a eu par exemple un exemple, la convention signée entre le Grand Cœur et le comité. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Je reviendrai là-dessus si vous me permettez. Il n'y a pas eu de raté en tant que tel. Le comité de veille a eu à accomplir sa mission avec professionnalisme. Ça, il faut reconnaître. Et le comité de veille n'est pas dissous. Il lui a été substitué le comité de gestion de crise. Ce qui est après que l'opposition est jamais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je disais qu'il fallait passer à la deuxième étape. Je pense que les gens aiment la polémique stérile inutile. Nous, en tout cas, dans notre cas, nous ne voulons pas rentrer dans cette guerre inutile parce qu'il y va. Quand même entendu là-dessus. Oui, mais j'étais obligé d'intervenir parce qu'il y avait de l'amalgame qui avait été fait. Le député. Le porte-parole du parti. Très bien. Très bien. Je vais m'expliquer. Quand on dit que la Fondation Grand Cœur travaille pour le compte du MPS, nous sommes tus pendant longtemps, mais c'était devenu carrément de la litanie. Le député que vous avez cité tantôt passait le clair de son temps à surfer sur ce qui est devenu pour lui un argumentaire pour se refaire une virginité. Je le réitère, nous n'avons pas eu d'autre choix que de le replacer. Nous avons été obligés de lui faire comprendre que le MPS existe depuis plus de 30 ans, que la Fondation Grand Cœur n'a à peine 3 ans. Et la Fondation Grand Cœur, comme toutes les ONG exerçant dans notre pays, eh bien, accomplit sa mission dans le respect de son cahier de charge. Mais qu'on nous apporte la preuve, parce que c'est facile d'accuser. Moi, j'ai trouvé ça irresponsable. Et je dis bien irresponsable et même honteux de faire des allégations contre une association. Ça pouvait être la Croix-Rouge du Tchad, ça pouvait être ADES, ça pouvait être n'importe quelle ONG, sans détenir ne serait-ce qu'un soupçon de preuve. Et de faire la confusion dans l'esprit de nos concitoyens, comme quoi la Fondation de Grand Cœur, parce qu'elle est dirigée par la femme du président de la République, eh bien elle travaille pour le MPS. Les bénéficiaires des actions de la Fondation Grand Cœur sont des militants du MPS simplement. Quand il y a la caravane ophtalmologique, quand il y a des distributions des vivres, vous êtes à 100% sûr que tous ceux qui acceptent ces dons-là, reçoivent ces dons-là, s'engagent en contrepartie à dire que nous allons voter pour le MPS. Mais c'est un faux débat. C'est pourquoi je dis, nous ne voulons pas être entraînés sur ce terrain-là, parce que c'est des gens qui sont en perdition et qui veulent profiter malheureusement de cette situation pour se refaire une santé. Donc, je dis, le comité de gestion des crises sanitaires est venu se substituer au comité de veille pour être plus en phase avec la situation actuelle, la progression de la maladie. Et bien évidemment, vous avez vu que ce comité de gestion des crises sanitaires implique tout le monde. Et le MPS, avec l'opposition, ont mis en place un comité de veille, un comité, une plateforme autant pour moi, une plateforme où toutes les cellules des partis membres de cette plateforme seront mobilisées, sensibilisées et pour mener la sensibilisation au plus près de nos concitoyens. On ne passera pas toute l'interview, l'entretien là-dessus, mais est-ce que vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu quand même une apparence de conflit d'intérêts lorsque le coordonnateur du comité de veille, le président de la République plutôt, a annoncé un investissement de 15 milliards et que le lendemain, le comité de veille signe une convention avec une ONG qui s'avertit de l'ONG de la première dame, est-ce que ça ne cause pas un problème quand même d'apparence de conflit d'intérêts et même d'éthique? Moi, je vous dirais, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par conflit d'intérêts. Mais c'est-à-dire les gens, je comprendrais que ce soit des gens qui n'ont jamais eu à gérer les fonds publics qui puissent tenir ce genre de propos. Mais quelqu'un qui a été ministre d'État, qui a été aux affaires, quand on décide de débloquer, quand le président annonce 15 milliards, ce ne sont pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a des fonds
qui vont être mises. Il y en a qu'on va demander aux partenaires de financer. Il y a une partie. Tout ça. Mais on fait comme si quand le président a dit 15 milliards seront mis en urgence, eh bien tout de suite on pense que les 15 milliards sont au trésor public, on va les récupérer et remettre au comité de veille. Malheureusement, ce n'est pas ça. Le comité de veille avait parfaitement raison de signer un protocole d'accord avec la Fondation, avec ADES et avec la Croix-Rouge du Tchad. Pourquoi je vais vous dire? Parce que le comité de veille ne va pas se mettre à distribuer les cache-nez. Parce que le comité de veille ne va pas se mettre à sensibiliser. Eh bien, et le comité de veille a eu besoin de l'expérience de ces ONG-là. Et ces ONG, je mets quiconque au défi aujourd'hui. Parce que le président a dit, le compte du comité de veille, tout comme le comité de gestion, sera surveillé, audité. Audité. Il y a l'IGE qui est là. Mais qu'on nous dise, s'il y a 1 franc, le jour où on me dira qu'il y a 1 franc qui a été viré, du moins qui a été remis à la Fondation Grand Cœur, dans le cadre de la gestion de la crise de Covid-19, à ce moment-là, je dirais, je ferai mon mea culpa. Malheureusement, il y en a pas. Pour ceux qui prétendent. Mais ils font cet amalgame-là à dessein. À dessein parce qu'ils visent autre chose. Ce n'est pas... En fait, au fond d'eux-mêmes, là, ils savent que rien, aucun franc n'a été débloqué pour remettre à la Fondation Grand Cœur ou à une autre ONG. Je dis, je vais finir par là. C'est qu'ils ont déplacé le débat. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eh ben, même si ce n'est pas des fonds sortis du trésor public, pourquoi les sociétés à capitaux publics sponsorisent? Je suis désolé, aujourd'hui, vous êtes là. Est-ce que la SNE, la STE ou bien la Coton-Tchad ne peut pas sponsoriser votre émission en sponsorisant votre émission? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire voir? Eh bien, elle veut une visibilité. La Fondation Grand Cœur est une ONG qui a une portée internationale. Ces sociétés qui participent au financement de ces activités, elle ne l'a jamais caché. Par exemple, l'opération 1000 tables bancs par province. Eh bien, les gens, les donateurs participent, ils disent, si on donnait 1 million, tout est nickel. Moi, j'essaie, avant de m'engager sur un terrain, je vérifie les choses. Donc, qu'est-ce que la Fondation Chantal Biya vit de quoi? De dons et legs. L'ancienne fondation Madame Danielle Mitterrand vivait de quoi? La fondation Madame Sassou. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les 15 milliards sont un don? Les 15 milliards, je veux dire simplement que... je veux dire simplement, malheureusement, la fondation n'a même pas eu 1 centime des 15 milliards que le président avait annoncé. Et le conflit d'intérêts, là, il faut que les gens repartent pour lire la notion juridique. Le délit d'initié, le conflit d'intérêts, je pense qu'il faut qu'ils s'entourent des juristes. Hein? Pour qu'on leur donne la définition exacte de ce que c'est le conflit d'intérêts et le délit d'initié. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, Madame a prétendu prendre de l'argent du comité de veille? Le comité de veille veut que la Fondation Grand Cœur, la Croix-Rouge du Tchad, l'ADES, puissent les aider à vulgariser les mesures barrières. Les mesures barrières, aujourd'hui, il y a d'autres petites ONG à la Fondation, par exemple, les vivres, ils ont eu à rétrocéder. L'exemple... Monsieur Padare, on peut quand même lancer un avis d'offre pour que tout le monde... Mais vous rigolez ou quoi? C'est-à-dire, vous faites comme si... Mais on a une urgence. Oui. On a une urgence. Vous voulez qu'on lance un appel d'offres pour dire, bon, ben voilà, dans 1 mois ou dans 2 mois, quels sont ceux qui vont soumissionner? Il y en a 1000 qui vont soumissionner, on va trier. Mais on n'est pas dans... On peut le faire rapidement. Et pendant ce temps, les gens ne meurent pas? Et pourquoi on ferait ça? Moi, je dis qu'on nous rapporte, je suis prêt à m'allier à ceux qui dénoncent, mais pourvu qu'ils nous rapportent la preuve de leurs allégations. C'est des attaques politiques. Vous dites que ces gens qui dénoncent visent autre chose. Qu'est-ce qu'ils visent? Dans leur calcul politique. C'est quoi le calcul? Se refaire une santé. Moi, je prends l'exemple très simple de la province. Non, mais vous, qui a dénoncé? Puisque vous m'avez amené sur le terrain, sur ce terrain-là. Nous avons eu en 2 ans, je dis en 2 ans, peut-être même 3, nous avons eu en 3 visites dans la province du Mayo-Kébi-Ouest,
qui est la mienne, que je connais, nous avons eu plus de 4000, près de 4000 personnes opérées de cataracte. Et ce n'est pas des fonds publics. Je vais vous dire, moi je me suis renseigné. C'est quand il y a un partenaire qui dit, bon voilà, moi je suis prêt à venir, madame sollicite. Est-ce que vous pouvez nous aider dans telle ou telle province? On a des problèmes au Tchad, on veut opérer 10 000 personnes souffrant de la cataracte. Ok. Bon, nous, on a le financement. Mais ils disent, les gens qui vont venir vous opérer, ça sera des équipes égyptiennes. Une équipe égyptienne. Ces gens-là arrivent au Tchad par avion. Le seul service qu'on met, que la fondation sollicite de l'État tchadien, c'est normal. Peut-être le transport, s'il y a des petits avions ou des hélicos pour les déposer. Vous allez dire que ça aussi, c'est bénéficier de machin. Ou bien ils louent des petits avions pour les déposer à Sar, à Kumbra ou à Pala. Est-ce que ce n'est pas au ministère de la Santé et de la Depuis que moi je suis né et que je vis au Tchad, je n'ai jamais vu une opération cataracte du ministère de la Santé à l'Éré, là où je suis. La fondation a eu à faire et ils ont opéré 500 personnes. Est-ce que la fondation ne s'accapare pas Mais elle ne s'accapare pas, c'est-à-dire que si le ministère de la Santé est incapable d'assumer ses responsabilités, elle va, de par ses relations, sa réputation, son charisme, s'il y a des gens qui sont prêts à venir nous aider, on va dire non, il vaut mieux que ça passe par le ministère de la Santé. Est-ce que ce n'est pas par la faute de vous, les autres? Mais ce n'est pas de la faute de nous. Est-ce que c'est vous qui gouvernez? Je suis désolé. Je suis désolé. Que ça soit du parti. Je suis désolé. Il faut jeter la faute à personne. Moi, le plus important, c'est que ce sont les Tchadiens qui sont bénéficiaires. OK? Que ce soit la fondation, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit ADES, dès l'instant où on peut sauver la vie, la vue, réparer, je ne sais pas moi, en tout cas apporter, faire recouvrer à un Tchadien la santé, pour moi, la santé n'a pas de prix. Il n'y a que des esprits malsains qui y voient encore d'autres choses. Mais moi, ce qui intéresse, c'est la santé de nos concitoyens. Le reste, pour moi, c'est des points de détail. On a vu avec quelle précipitation et quelle espèce d'ajustement au sein du parti lorsque le bruit courait que le président de la République allait prendre les choses en main. Est-ce que des fois, dans le parti, vous n'êtes pas quand même un tout petit peu, disons, à la traîne? Ah bon? Moi, je ne savais pas que je n'ai jamais eu de bruit comme quoi le président allait prendre une décision. Peut-être vous étiez au courant. Ah non. Bah oui, mais vous avez tenu nous avons constaté quelque chose. Nous avons dit, effectivement, le comité de veille a vécu. Le secrétaire général du MPS, le secrétariat général du MPS a décidé qu'il y ait un point de presse, une conférence de presse. Heureuse coïncidence. Ah bon, c'est une coïncidence? Oui, heureuse coïncidence, simplement. Et ça, je peux vous le dire. Lorsqu'on avait préparé cette conférence de presse, nous avons eu à mettre 3 jours. Quels sont les points? On a évalué, on a essayé de voir le comité de veille. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous avons vu qu'effectivement, avec l'allure que les choses prenaient, il fallait absolument l'implication du chef de l'État. Le comité de veille avait fait sa mission, il faut reconnaître cela. Mais maintenant, il fallait passer à la vitesse supérieure. Et pour cela, il fallait que ce soit le président de la République qui préside, qui prenne les choses en main. Vous savez très bien qu'à l'époque, quand le comité de veille était mis en place, il y avait le conflit à Bourg. Le président de la République s'est déplacé. Qu'est-ce qui pouvait le représenter? C'est que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, qui le représentait, qui lui faisait la situation. S'il a des actes à prendre, il l'informait et lui, il autorisait la prise de ces actes. Il faut considérer qu'avec cette Covid-19, on risque de vivre longtemps avec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre quelque chose qui va être dans la durée. C'est comme ça qu'ils ont essayé de mettre en place le comité de gestion de la crise sanitaire. Nous avons simplement constaté que le comité de veille a vécu et il va falloir que le président de la République prenne les choses en main, implique tout le monde. Il ne faut plus que ce soit purement administratif. Il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde. Et par la même occasion, nous avons décidé de mettre en place, nous avons lancé un appel à l'opposition pour dire nous sommes prêts
à mettre en place une plateforme composée à part égale de l'opposition et de la majorité présidentielle. Heureuse coïncidence, disais-je, mais c'est déjà mis en place. Le comité est déjà mis en place. C'est paritaire, présidé conjointement par le chef de file de l'opposition et le responsable de la majorité présidentielle. Mais le chef de file de l'opposition est carrément votre allié? Non, il n'est pas notre allié. Sinon, il allait simplement venir dans l'alliance. Mais oui. Ça fait 30 ans que le MPS existe. Oui. On ne voit pas de débat dans le parti politique. Il y a... Pas dans le MPS. Quel bilan faites-vous des 30 ans de gestion? Vous savez... vous avez eu tous les leviers de l'État. Vous savez, s'il y a un parti où il y a un vrai débat sur le MPS, non, mais le débat interne, vous voulez qu'on fasse ça sur vos plateaux? Non, mais attendez. Le débat interne, quand on va... Quand je parle de débat, oui, ça veut dire que ce n'est pas que vous vous retrouvez entre vous non, pendant 3 heures de temps. Ce non, n'est pas de ça qu'il oui, s'agit. C'est-à-dire qu'au sein d'un parti politique, oui, je parle de débat qui est des esprits libres, parce que vous avez 30 ans quand même. Mais bien sûr, mais c'est ce qui... On a l'impression que ce parti politique appartient à un individu. À qui? Président de la République. Il est le président fondateur, mais il ne s'est jamais ingéré dans la gestion du parti. Mais jamais. Non, mais on fait des débats. Il y a des fois, il y a des débats, il peut y arriver, par exemple, que le président peut exprimer une opinion et que lors d'un congrès, on peut dire que non, nous on n'est pas d'accord avec ça, et que lui il se range. Le bilan, vous savez, connaissez mieux que moi-même le bilan du MPS. Nous avons fêté nos 30 ans à Mongo. Et le bilan, cher ami, vous connaissez très bien, le bilan est plus que positif. Vous avez les réalisations sur le plan des infrastructures, vous avez des réalisations sur le plan de la liberté, ce que nous débattons. Vous avez, je dirais, la liberté d'esprit, d'expression. Vous avez les constructions des centres de santé, des hôpitaux. À l'époque, je sais que vous avez fait l'université du Tchad avant d'aller à Montréal. Il y avait combien d'universités au Tchad? Une seule. L'université ici, à N'Djamena. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y a combien d'instituts? Il ne suffit pas de créer des universités, il faut aussi que ces universités soient fonctionnelles. Mais bien sûr, toutes ces universités sont fonctionnelles. Mais bien sûr, il y a la qualité. Est-ce que vous connaissez ce débat-là? On reprochait même à l'université du Tchad, où les gens qui avaient leur maîtrise enseignaient à l'université. Vous avez été enseigné par des gens qui avaient une maîtrise à l'université en première ou deuxième, même peut-être même jusqu'en troisième année de droit. Et ça n'a pas empêché que vous soyez des meilleurs à l'extérieur. Aujourd'hui, on a des professeurs qui enseignent à l'université du Tchad. C'est des docteurs qui sont des maîtres assistants. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas la qualité. Donc le bilan de l'enseignement du MPS? Mais il est plus que positif dans tous les secteurs. Dans le domaine de l'eau, c'est vrai, on a des problèmes, l'énergie, tout ça, on a des difficultés. On a toujours des délestages. Oui, mais on a des problèmes de délestage parce que c'est l'héritage de la période coloniale et de la dictature. Les réseaux n'ont pas été faits. Combien de francs ont été investis dans le problème d'énergie? Le président de la République dit, attendez, le président de la République a eu à le dire, 30 milliards par an pour le kérosène. Mais le problème, il faut qu'on revoie le réseau de transport de l'électricité. Ce n'est pas que l'électricité n'est pas produite. Des fois, l'électricité est produite, mais c'est le transport. Quand vous allez avoir chez vous, vous aurez moins de 220. Donc, du coup, ça pose problème. Quand ça vient avec beaucoup plus de pression. Et donc, du coup, ça abîme les appareils. Tout ça, c'est un travail. Il va falloir consolider. Il va falloir consolider nos acquis et améliorer ce qui les ratés et réaliser ce qu'on n'a pas pu faire. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est encore la faute du colon? Parce que ça fait 60 ans que ces pays je n'accuse. Mais vous avez été ministre des Infrastructures. Il y avait eu beaucoup d'argent au Tchad. Pourquoi vous n'avez pas à l'époque réfléchi à investir dans ces infrastructures? Très bien. D'eau et d'électricité. Il y avait des choix à faire.
Il y avait des choix à faire. L'eau, lors de la dernière campagne, le président de la République avait dit qu'il va porter le taux à 80, près de 80%. On est aujourd'hui à 77%. Parce que vous... comment dirais-je là? C'est-à-dire... L'accessibilité à l'eau. L'accessibilité, oui. Non à l'eau. OK? On est à plus de 70% en ce moment. Vous allez me parler d'une N'Djamena. Vous allez dire, oui, mais bon, la SE n'arrive pas à nous aller. Mais l'eau potable, on a fait en sorte que pas mal de nos zones soient dotées de l'eau potable, ne serait-ce que de pompes à motricité humaine, pour que chaque Tchadien puisse accéder à l'eau potable. On est aujourd'hui, et on a fait le bilan à mi-parcours du mandat du président, on est à près de 70%. On espère porter cela. Malheureusement, il y a eu la crise de Covid-19 qui est arrivée, et vous savez, ce n'est pas simplement le Tchad qui va ralentir, qui va en être victime économiquement, mais ça risque de ralentir nos possibilités. Donc, le problème, nous n'accusons personne, mais nous disons, nous devons travailler et faire en sorte que le Tchad avance. Ce n'est pas la faute seulement du MPS, c'est la faute, si c'est la victoire, c'est la victoire de tout le monde. Voilà. Très bien. Mongo, vous avez fêté les 30 ans. Le président de la République était absent. C'était un flop? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Le président de la République devait venir, mais il était appelé à une mission plus importante. Les 30 ans du MPS, on peut les fêter à tout moment. On a fêté entre camarades à Mongo, mais on va refêter, on peut le refêter ça le 1er décembre. Ça veut dire que c'est un flop quand même. Non, c'est pas un flop parce qu'il y avait une crise, il y avait une réunion sur la crise libyenne, et la voix du président porte, et il est un des leaders qui a une expertise que d'autres n'en avaient pas. On l'a appelé, et nous avons pensé que c'est à bon droit qu'il soit allé. Et pourtant, vous avez promis à tout le monde qu'il serait là. Mais oui, mais vous savez, vous étiez en N'Djamena ici. Il y avait même le tapis rouge déjà. Donc ils avaient mis le tapis rouge. Il était obligé de quitter pour aller à Brazza. Et nous, on était au courant. De Mongo, quand on a informé, le secrétaire général dit, Monsieur le Président, c'est plus important. L'Afrique a besoin de vous. Allez-y, on reviendra fêter ensemble le moment venu. Très bien. Les législatives sont toujours fixées pour décembre 2020. Nous dépendons de ce que décidera la CENI. Si la CENI dit que c'est demain. C'est décembre, la CENI a fixé pour décembre. Bon ben, Banco, nous sommes prêts. Les élections auront lieu? Ce n'est pas nous qui décidons, chers messieurs. C'est la CENI, organe indépendant composé à part égale de la majorité de l'opposition. Si la CENI dit, par rapport à son chronogramme, on aura les élections en décembre, Banco. S'il dit, ça sera en janvier, on est prêt. Vous, Jean-Bernard Padaré, oui, leader du parti au pouvoir, je vous repose la question autrement. Est-ce que c'est réaliste les élections législatives en décembre 2020? Monsieur Bello, je vous réponds les yeux dans les yeux pour vous dire que nous dépendons du chronogramme de la CENI. Si la CENI nous dit les partis politiques, il y aura des élections en décembre, on est prêt. Si la CENI décide du report, nous nous soumettrons à cette décision. Qu'est répondu? Pour le moment, nous, on n'a pas une position arrêtée. On est beaucoup plus concentré sur la lutte contre Covid-19. Le moment viendra où on fera la politique. Mais il faut qu'on résorbe cette crise et après quoi, on reviendra à la politique. Pour le moment, on a besoin de nous concentrer tous les partis politiques sur le combat contre Covid-19. Mais dès que la situation s'améliorera, eh bien, la politique reprendra ses droits. Décembre, c'est dans 6 mois. Oui. Et on est encore, comme vous le dites, dans la lutte contre la pandémie Covid-19, oui. Est-ce que Covid-19 sera une barrière pour les législatives? Tout dépend du développement de cette maladie. Nous espérons que d'ici la fin de ce mois, en tout cas milieu du mois prochain, nous espérons que les choses s'amélioreront. D'ailleurs, ça commence déjà, puisque vous avez vu les bilans. Ce que le ministère de la Santé publie. On a plus de guérison que de contamination. Dieu merci, ça veut dire que nos concitoyens prennent conscience de la situation. Mais si ça continue à s'améliorer, bien évidemment,
on doit reprendre nos activités, comme les autres pays du monde. Il y aura, même s'il n'y a pas eu confinement, mais en tout cas, il y aura, on va généraliser le port des masques, ce qui est déjà fait pour la ville d'Injamena. C'est fortement recommandé en province, mais quand on va généraliser, quand l'État sera en mesure de mettre à la disposition de tous nos concitoyens des masques et qu'on peut avoir la possibilité de tester tout le monde, eh bien, il faut bien qu'on vive. Même si on vive avec cette maladie. Jean-Bernard Padere, on vous connaît, vous aimez le pouvoir, vous aimez la visibilité. Et semble-t-il qu'il y aura des rumeurs qui circulent avant la pandémie de Corona, qu'il y avait un remaniement imminent qui vous reviendrait aux affaires. Et si vous revenez aux affaires demain, dans un poste important, comme par exemple secrétaire général à la présidence, comment vous aborderez la question de cette pandémie? Qu'est-ce que vous ferez de nouveau par rapport aux autres? D'abord, je vais vous répondre, j'aime pas le pouvoir. Ah bon? Non, j'aime pas le pouvoir du tout. Vous savez bien que je ne suis pas fonctionnaire. Donc, de temps en temps, on me fait appel pour une mission. Ok? Je suis avocat, je continue à exercer ma profession, mais j'ai un engagement. J'ai une conviction, je suis le président de la République. Moi, je ne travaille pas avec des rumeurs. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense que si j'aimais le pouvoir, j'allais faire des gymnastiques pour rester au gouvernement. Et vous savez très bien dans quelles conditions j'ai quitté après avoir occupé 1 mois et 15 jours le poste de ministre d'État. Si j'étais quelqu'un qui acceptait certaines choses, j'aurais pu continuer à demeurer. Mais quand j'ai quitté le pouvoir, le poste de ministère, le ministre du poste des infrastructures, je suis resté égal à moi-même par rapport à ma conviction, parce que en fait, j'allais dire... Disons que vous n'êtes plus comme ministre, parce que des fois vous êtes encombrant, c'est vrai. Ça, moi, je suis ce que je suis. Et j'aime pas faire semblant. Je suis entier dans ce que je fais. Si je ne peux pas le faire, je préfère être à l'écart et travailler et continuer. Parce que ce qui est important, c'est faire comprendre à nos concitoyens que la politique engagée par le président de la République va dans leur intérêt. Le reste, pour moi, ce n'est pas important. Poste ministériel. Et vos rapports avec vos amis politiques ou vos adversaires politiques sont souvent acrimonieux, dit-on. Et c'est pour ça qu'on vous surnomme le bulldozer ou fait de brousse. Lesquels vous préférez? Peut-être que je ne suis pas politique. Parce que les politiques, c'est des gens qui aiment des contorsions. Moi, je suis plutôt... N'oubliez pas que je suis issu de la société civile. Après avoir été vice-président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Donc, pour moi, c'est l'action qui compte. Et l'action, ce n'est que dans le gouvernement? Et l'action, pas forcément. Justement, parce que c'est une mauvaise façon de concevoir la politique que de dire, moi, je préfère être... Il faut que je sois dans le gouvernement pour agir. En étant en dehors du gouvernement, on est auprès de nos concitoyens également. Et on continue à travailler. Parce qu'il faut travailler pour l'idéal qu'on a. Jean-Bernard Padere, je ne vous laisserai pas partir sans vous demander aussi votre participation. Vous avez été quand même un des pères de la 4e République. Oui. En un mot, en un résumé, Oui. quel bilan vous faites? Est-ce que c'est un échec? Le pouvoir et la présidence, voilà. Ça dépend de quel côté on se situe. Quand on est du côté des gens qui ont contesté la 4e République, on dira que c'est un échec. Mais quand on a été, comme moi, acteur, j'allais dire au cœur de la création de la 4e République, pour moi c'est un succès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dispersion des moyens des gens. Et les centres de décision, parce que c'est ce qu'il faut. Mais vous exposez Non, on n'expose pas le président. Le président, c'est un homme d'action. Il aime agir. Et vous avez vu, quand il s'est agi d'aller à Boma, il a troqué son djallabia contre le treillis. Il est allé, et quand il s'est agi de cette maladie, au lieu de se confiner comme certains le feraient, de se calfeutrer dans un coin, eh bien, il a dit, ok, moi je vais gérer moi-même. Et vous avez vu son pragmatisme. Quand il a pris les choses en main, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut mettre ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Et c'est comme un chef d'orchestre. Chacun joue sa partition, le tout pour arriver à un résultat, c'est-à-dire
combattre et faire en sorte de bouter Covid-19 hors du Tchad. Donc le reste là, c'est que des affabulations. Jean-Bernard Padaré, donc pour vous, coronavirus, le comité, le veille et le comité de gestion, travail impeccable. Le MPS, 30 ans, impeccable. Vous, comme homme politique, impeccable. Je ne vous ai pas dit ça. En conclusion. Je ne vous ai pas dit que tout est impeccable, tout est perfectible. Mais le plus important, c'est que ça avance. Et on doit avancer. S'il faut accélérer la cadence, on doit le faire. Mais dire que peindre tout de blanc, tout noir d'un côté, c'est-à-dire le manichéisme, là, ce n'est pas ma conviction. J'admets qu'on peut avoir des ratés, mais on doit faire de ces ratés-là une victoire. On doit transformer, faire en sorte que les choses s'améliorent pour avancer. Parce que nous travaillons tous pour le bien-être de nos concitoyens. Nous travaillons tous pour le développement. Nous travaillons tous pour le rayonnement de notre pays. C'est ça, pour moi, la chose la plus essentielle. Le reste, ce ne sont que des fioritures. Merci Jean-Bernard Padaré et bonne fête de l'Aïd. Merci à vous, Mabrouk Alit, et je vous remercie. Jean-Bernard Padaré, égal à lui-même. Merci d'être passé dans notre studio. Tchad Presse, restez bien informés. Vous voulez les vraies infos sur le Tchad? Nous aussi. Tchad Presse est un journal d'information et d'opinion numérique indépendant. Nous sommes des professionnels, nous collectons les informations puis les vérifions pour vous. C'est la base de notre travail. C'est ce qui fait notre crédibilité depuis 1999. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous décrypterons l'actualité quotidienne pour vous offrir une information objective, fiable, indépendante, sans concession. Tchad Presse, informez-vous pour de vrai.